Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur d'intervenir dans le cadre de la 4e édition des conférences de la recherche en Polynésie française sur le thème « Musique polynésienne, tradition et modernité, l'enjeu identitaire à l'épreuve du temps ». Chaque période de stabilité plus ou moins temporaire est appelée à se heurter à l'arrivée de ce qui constitue alors la modernité. L'inexorable passage du temps, les événements marquants qui l'accompagnent ou l'évolution des mentalités conduisent périodiquement à un point où se font face une culture donnée et une forme d'altérité. Au confluent de ces différents cours de l'histoire s'opèrent d'importantes négociations, généralement implicites, entre tradition et modernité, déterminantes pour la forme et la nature de la société de demain. Les enjeux sont donc majeurs, puisqu'intimement liés à la question de l'identité d'un peuple ou d'une communauté, au travers de ses coutumes et valeurs, repères socio-culturels garants de la paix et de l'harmonie entre ses membres, socle de toute cohésion sociale. Sur le plan culturo-artistique, plus précisément dans le domaine de l'expression musicale polynésienne, une réflexion sur la place de la Polynésie française face aux grands enjeux semble particulièrement intéressante, tant l'art musical peut être révélateur de l'esprit d'une époque, constituer le reflet de préoccupations d'une période donnée, voire traduire, dans une certaine mesure, l'essence même d'une identité. Analyser la place, au sens de repérage spatial ou notionnel, mais également de posture par rapport aux évolutions auxquelles il faut faire face, implique de prendre en compte une série de notions et d'oppositions implicites. Le terme « transition » sous-entend l'idée de changement pour le meilleur ou pour le pire, d'instabilité, qui peut être connotée positivement ou négativement, tout comme la notion de posture, selon que l'on occupe la place d'acteur qui opère la mutation, ou de celui qui, de manière passive, ne peut que la subir. Ces observations posent la question de la réconciliation de concepts a priori opposés, voire contradictoires. Peut-on préserver son identité dans un contexte perpétuellement changeant ? Est-il possible, dans l'instabilité des grandes transitions contemporaines, de définir un dénominateur commun ? De même, le caractère transitoire constitue-t-il un obstacle à ce processus, ou se pourrait-il qu'il agisse au contraire comme un révélateur, déclencheur du ferment identitaire ? Telles sont les questions que cette étude propose d'aborder conjointement à une réflexion plus globale sur l'enjeu de la construction identitaire autochtone et la gestion de la rencontre avec l'altérité. Selon l'ethnomusicologue Timothy Rice, seule une locution verbale et non nominale permet de pleinement capturer la complexité des mécanismes à l'œuvre dans la démarche d'expression musicale. Cette affirmation semble particulièrement pertinente dans le cas de la musique polynésienne, caractérisée par un processus d'assemblage de fragments artistiques divers. Cette discontinuité initiale est avant tout le reflet de la discontinuité territoriale, puisque chacune des îles éparpillées sur le vaste océan est le théâtre potentiel d'un processus unique de création artistique. Le ferment identitaire est ainsi susceptible d'avoir lieu d'abord en fonction d'enjeux locaux, avant d'être éventuellement redéfini sous l'influence d'éléments extérieurs. Si l'art musical du Tahiti pré-européen a sans doute disparu en quasi-totalité, comme le souligne Manfred Kelkel, les formes syncrétiques apparues suite à la rencontre entre traditions, soit les formes artistiques d'origine propres à une culture donnée, et les apports extérieurs, qui correspondent alors à la modernité, témoignent de la créativité des autochtones qui se réapproprient instruments et codes musicaux pour bâtir ou rebâtir leur identité, du moins une construction identitaire désormais protéiforme à laquelle ils acceptent d'adhérer. L'arrivée des missionnaires de la London Missionary Society, qui débarquent du Duff le 5 mars 1797 dans la baie de Matavai, marque un tournant dans l'histoire de la culture polynésienne, puisque les arts traditionnels sont rapidement proscrits. Le 11 mai 1820, les Britanniques font adopter par le roi Pomaré II le Code de loi qui sanctionne de la peine de mort toute forme de perpétuation des traditions païennes jugées incompatibles avec le projet d'évangélisation. Néanmoins, la rencontre entre les cantiques protestants et des éléments autochtones donne naissance à un genre musical hybride inédit, les himénés, qui émerge selon le consensus scientifique à partir de 1815. Paradoxalement, les himénés Tarava, dont les paroles relatent souvent des épisodes bibliques, les himénés Ru'au, le Ute Arearea ou encore le Ute Paripari, sont autant d'illustrations du caractère constructif d'une rencontre qui s'annonçait culturellement destructrice. Introduite vers 1850, la guitare, d'origine catalane, servira d'outil de construction identitaire, comme en témoigne l'appellation Tairi Paumotu, qui désigne une frappe spécifique à l'archipel des Tuamotu, signe d'une réappropriation indigène de codes musicaux extérieurs.
De même, l'arrivée du ukulélé, en provenance de l'île de Madère, après avoir transité par Hawaï, où il avait été amené en 1879 par les ouvriers venus travailler dans les champs de canne à sucre, complétera la panoplie d'instruments aujourd'hui intimement associés à l'image exotique de la Polynésie française, sans même être originaires du même hémisphère. La distinction marquée entre le ukulélé ou banjo dit tahitien et la version hawaïenne du cordophone reflète la capacité des Polynésiens à intégrer à leur palette artistique les apports étrangers. De façon similaire, le tohéré, élément central des ensembles de percussions polynésiennes, est en réalité originaire des îles Cook, où il est appelé paté, et d'où il n'arrive qu'au tournant des 19e et 20e siècles, grâce aux ouvriers des mines de phosphate de Makatea. Ainsi, si la place géographique de la Polynésie française l'a parfois conduite à subir en premier l'influence extérieure, c'est ensuite sa place au sens de posture, soit la réaction des indigènes face aux grands changements qui menaçaient leur identité musicale originelle, qui lui a permis de diffuser dans le reste du Pacifique des formes artistiques nouvelles. Construction protéiforme qui résulte de la rencontre de différents éléments sur le mode de l'hybridation ou du syncrétisme, l'identité musicale polynésienne est incontestablement une entité vivante, résultat d'un processus continu inscrit dans le temps, dont le passage inéluctable pose alors la question de l'évolution des formes artistiques qui ne peuvent demeurer éternellement figées. Ainsi, la même temporalité qui permet le passage de la discontinuité à la continuité pose également le problème de l'équilibre nécessaire à trouver entre tradition et modernité. Le premier risque de dérive est celui du stéréotype, vision partielle et réductrice, parfois exagérée, voire caricaturale, qui vise à fixer sous la forme d'un état figé une réalité infiniment plus complexe qui relève du processus permanent et qui lui est donc incompatible. Les clichés en rapport avec la danse polynésienne, forgés par l'imaginaire de l'observateur extérieur, comme le dit Jane Freeman Moulin, ou encore le mythe de la vahinée, issu de la projection d'un système de représentation étranger, en sont des exemples patents. Mais lorsque la modernité prend le pas sur la tradition, le risque de dilution menace tout autant les spécificités. Face à l'avalanche de données nouvelles, submergées par le torrent de la modernité, la tradition perd pied. Et l'identité spécifique se fond alors dans la dynamique d'une mondialisation à l'effet toujours plus uniformisant. Ceci peut expliquer les réactions fortes de groupes musicaux souvent incarnés par une jeunesse demandeuse de changement, séduite par les promesses du futur, mais néanmoins désireuse de préserver l'héritage du passé. Le recours à des genres modernes qualifiés d'extrêmes, comme le hard rock ou le métal, pour hurler son identité et mieux se faire entendre, ou l'association d'éléments culturels polynésiens aux sonorités du hip-hop ou de la musique électronique, témoigne d'un désir de contemporanéité qui permet à l'art musical polynésien de conserver un lien avec son temps et, ainsi, sa pertinence par rapport aux enjeux du moment. Au temps du Tahiti pré-européen, l'artiste indigène n'est probablement pas conscient de son statut, si tant est qu'il existe. En effet, d'une part, la culture se vit alors dans son intériorité, sans le souci de projeter une image plus ou moins conforme à la moindre attente. D'autre part, la distinction entre les arts de la danse, de la musique, mais aussi de la récitation ou de la déclamation, le orero, marque artificiellement une séparation entre des formes artistiques constitutives d'un même tout dans la société polynésienne d'autrefois. Rarement exécutée sous la forme d'une pièce musicale autonome, la musique est au contraire presque systématiquement subordonnée, du moins associée à une autre forme d'art, voire à d'autres types d'activités, notamment les cérémonies et rites en tout genre. Ainsi, la notion même d'un art musical à considérer en tant que tel serait une construction du regard extérieur. C'est aussi au contact de celui-ci que l'indigène, auparavant sujet, est transformé en objet, désormais censé incarner une image. Après le choc de l'époque des missionnaires, le milieu du XXe siècle, florissant sur le plan culturel, n'en constitue pas moins un paradigme nouveau dans lequel l'indigène doit retrouver ses marques. La simple appellation de Tahiti Belle Époque, transposition au contexte polynésien du chrononyme Belle Époque, qui renvoie à la société européenne de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, trahit la projection sur la réalité polynésienne du point de vue de l'observateur extérieur et de son jugement. S'il serait inexact de dire qu'il ne compose pas, l'artiste local de l'époque n'en est pas moins un moyen pour parvenir à une fin, celle de la construction d'une image qu'il véhicule mais ne façonne pas encore réellement. Propriétaire sur son label Manuiti de 3000 titres
dont la moitié de chansons dites folkloriques polynésiennes, Yves Roche est qualifié par Patrick O'Reilly et Raoul Tessier d'amis sincères de la musique tahitienne authentique, descriptif laudatif qui implique néanmoins l'existence d'individus dont l'intérêt en matière d'art musical polynésien est plus mercantile qu'artistique. Expression de fantasmes tropicaux à l'attention d'un public en demande d'exotisme, à l'image de la culture tiki aux États-Unis, fascination pour la culture polynésienne qui domine le continent nord-américain des années 20 aux années 60, les chansons du Tahiti Belle Époque sont le pendant musical de la carte postale dans laquelle l'image de l'indigène, aussi insouciant que nonchalant, oscille entre celle du bon sauvage des Lumières et de celui qu'il faut civiliser. L'innocente narration de la confection d'une couronne de fleurs a pu faire l'objet de l'intégralité des paroles de Tuihei, titre incontournable du patrimoine polynésien composé par Henrietta Alves et qui a permis à la Polynésie française de détenir de 2015 à 2017 le record Guinness du plus grand nombre de joueurs de ukulélé à interpréter simultanément une même œuvre. Mais au fil des années, la carte postale s'assombrit tandis que les événements font voler en éclats l'illusion d'une société parfaite. Le poncif du paradis sur terre cède la place au nouveau mythe du paradis perdu, à mesure que le musicien indigène, qui reprend peu à peu le contrôle de sa propre construction identitaire, se réapproprie les outils et les codes pour maintenant exprimer ses préoccupations, défendre ses intérêts, voire plaider sa cause et affirmer fermement son identité en fonction des enjeux de son époque. Ainsi, la chanteuse Tahia Kohumoetini soulève le problème de la pauvreté et de l'accès au logement dans Farinhor Aore. Le chanteur John Gabilou, icône de la chanson polynésienne, exprime des préoccupations d'ordre écologique dans Te Awenei. Mené par Aldo Raveino, le groupe Manahune mêle revendications en langue tahitienne et rythme reggae dans ses albums, tandis que le groupe de métal Varua Ino dénonce dès les années 90, au moyen de hurlements sur fond de guitare saturée, la pollution et la corruption qui, selon les artistes, gangrènent la société polynésienne. Mais les exemples les plus flagrants sont sans doute ceux du chanteur Angelo Nefer et du groupe de rock Trailblazers, mené par le guitariste Michel Porreuil, qui signent respectivement les titres Tairo Atomi, empoisonnement atomique, en 1996, et Te Afa Whenua, la fissure terrestre, en 1997, réaction immédiate à la reprise des essais nucléaires en Polynésie française, décidée par le gouvernement du président Jacques Chirac le 13 juin 1995. Au début du XXIe siècle, l'identité musicale polynésienne a tant évolué qu'elle s'en retrouve ramenée à des valeurs de plus en plus universelles et donc de moins en moins spécifiques. En effet, au-delà des multiples aspects d'une construction résolument protéiforme, la quête d'un dénominateur commun conduit aux notions de rassemblement, de partage, de festoiement et d'enthousiasme pour les différentes formes d'expression artistique. Si elle caractérise parfaitement l'essence du dessin musical polynésien, ces idées ne sauraient lui être exclusives puisque se rapportant également de façon plus large à l'expérience humaine elle-même. La perte des repères culturels, les changements de mentalité conjugués à l'attrait de la nouveauté et les bombardements cognitifs intempestifs du monde moderne sont autant de risques de voir se déliter l'identité et ressurgir du passé le spectre de la fragmentation. L'enjeu de la transition identitaire est donc d'empêcher la spirale vertueuse de se transformer en cercle vicieux, soit de parvenir à conserver sa spécificité dans le contexte totalisant et globalisant de la mondialisation, lié à l'avancée inéluctable vers la modernité. Reflet des enjeux d'une époque, miroir des bouleversements sociétaux, l'expression musicale autochtone, tout en traduisant l'esprit de périodes spécifiques, conserve son essence culturelle et ses caractéristiques profondes, soit une nature atemporelle. Loin de constituer un obstacle à la construction identitaire, le caractère changeant et instable d'une phase transitoire semble au contraire agir comme un révélateur, dans la mesure où, au travers d'une phase nécessaire de repli sur soi-même, il renvoie l'individu comme la société dans laquelle il s'inscrit à son intériorité. Ainsi, à l'instar de son art, le plus souvent subordonné à d'autres formes artistiques ou activités, le musicien polynésien est d'abord relégué au second plan, s'efface sous l'influence des intervenants extérieurs qui façonnent son image. Mais si son histoire est celle d'une figure initialement soumise, l'artiste ventriloque finit néanmoins par s'affranchir des représentations préfabriquées qui lui ont été attribuées pour finalement reprendre le contrôle de sa propre construction identitaire.
Enfin, s'ils ont pu émerger dans le cadre d'une analyse centrée sur l'art musical polynésien, au moyen d'éléments et d'exemples tirés de son histoire, les schémas mis au jour par la présente étude sont parfaitement transposables à d'autres civilisations, en différents lieux et à différents temps. C'est en ce sens que la Polynésie française, pays notamment caractérisé par sa petitesse sur les plans géographiques et démographiques, représente en effet un véritable territoire de démonstration pour les grandes transitions contemporaines qui y sont d'autant plus visibles. Je vous remercie.